Merci Ursula. Donc on va commencer. Déjà, merci à tous d'être venus là pour ce premier webinaire sur les tortues. Donc c'est un webinaire d'une série de 3 webinaires qu'on va déployer avec Marc sur la collecte et la valorisation des données en lien avec les suivis des tortues marines, la conservation des tortues marines. Et donc, ce cycle de webinaires, il est organisé par le Rastoma, qui est le réseau des acteurs de la sauvegarde des tortues marines en Afrique centrale. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Rastoma, c'est une organisation, une association loi 1901 qui fédère les organisations de la société civile et les individus qui travaillent sur les tortues marines dans 6 pays d'Afrique centrale, la RDC, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale et Sao Tomé et Principe. Et donc, on est un groupe associatif et notre objectif, c'est de renforcer la conservation des tortues marines en Afrique centrale. Et pour ce faire, on s'appuie sur les réseaux d'acteurs humains. Et donc, nous, on est là pour renforcer les capacités des acteurs et pour que les acteurs agissent de façon cohérente. Donc, on est là pour appuyer les acteurs de terrain. Nous ne sommes pas nous-mêmes des acteurs de terrain, mais on est une organisation qui appuie les acteurs de terrain. Et là, pendant ce webinaire, parmi les participants, nous avons aussi beaucoup de membres de 2 réseaux frères, WATSCON et NASNet. Et donc, le Rastoma travaille avec 2 réseaux frères. WATSCON, un réseau d'Afrique de l'Ouest, West African Sea Turtle Conservation Network, et NASNet, North African Sea Turtle Network. Et ces 2 réseaux, WATSCON et NASNet, un peu sur le même principe que le Rastoma, fédèrent des organisations de la société civile et des individus dans leur région, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest, du Nigeria jusqu'au Libéria, et en Afrique du Nord, du Maroc jusqu'à l'Égypte. Voilà pour la présentation. Et donc, je vais donner, alors sur le Rastoma, toutes les personnes intéressées peuvent nous envoyer un mail à Ursula ou à moi. Ursula, tu pourras remettre ton mail, mais je pense que tout le monde l'a. Et si vous souhaitez devenir membre du Rastoma, il suffit de manifester votre intérêt et on vous aidera dans la procédure. Voilà, merci beaucoup et bon webinaire. Et je passe la parole à Marc. Bonjour. Donc, alors, pour l'instant, je le fais en français. Vous me dites s'il y a besoin que je le passe en anglais. Donc, rapidement, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeur d'université à l'université Paris-Saclay. Je dirige un laboratoire qui s'appelle Processus écologiques et pression anthropique. Je travaille sur les tortues marines depuis 1985 à plusieurs niveaux de travaux. J'ai commencé à travailler vraiment en suivi des populations en Guyane. Ensuite, j'ai travaillé en écotoxicologie, toujours en Guyane. J'ai travaillé ensuite en Guadeloupe, Martinique, en Afrique, Gabon, Congo, Nigeria. Je travaille actuellement pas mal au Guatemala, au Mexique. Je collabore avec Ahmed en Tunisie. Voilà, donc mes activités tournent autour de la conservation des tortues marines, mais aussi de la biologie des tortues marines, pas seulement la conservation. Des fois, c'est vraiment la connaissance pure. Donc, on va commencer. Et donc là, en accord avec le Rastoma, on a proposé de faire quelque chose de très pratique sur, voilà, j'ai une plage de ponte avec des tortues marines, je veux la suivre, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je vais essayer de rester à un niveau vraiment très pratique. Donc, vous ne verrez pas d'équation. Je me suis retenu. Et donc, l'idée, c'est vraiment que je vous apporte finalement ce que moi-même j'ai appris depuis presque 30 ans en travaillant sur les tortues marines un petit peu partout dans le monde. Alors, on va suivre à peu près ce plan. D'abord, je vais faire quand même quelques rappels sur les tortues marines.
Et donc, on va parler de vie, des différents stades, des milieux utilisés par les tortues marines. Ensuite, je discuterai de pourquoi travailler sur une plage. On pourra discuter de prendre des données qui informent la démographie de l'espèce. Et la plage, c'est un endroit où l'impact humain peut être fort. Et donc, on va voir la réduction de cet impact, qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce qu'il faut faire. On regardera l'impact sur le milieu lui-même. Ça, c'est quelque chose que souvent on oublie. Quand on travaille sur les tortues marines, et c'est vrai à peu près pour tous les animaux, on est tellement focalisé sur son animal favori qu'on oublie de regarder le milieu dans lequel il vit. Et ça se voit bien sur les tortues marines. On a plein de travaux sur les tortues, mais finalement, le milieu, en l'occurrence là, la plage sur laquelle elles vivent, finalement, on a assez peu d'informations. Et donc, je vous décrirai justement comment on peut caractériser le milieu, plage, dans laquelle les tortues évoluent. Et on parlera de l'impact sur les espèces. Donc, on parlera de la description du milieu, préparer le travail sur les tortues marines sur une plage, et on commencera à parler du protocole. Mais le protocole par lui-même, donc il y a une série de 3 webinaires. Ce premier webinaire, c'est plus positionner le problème. Le deuxième webinaire, ce sera quelque chose de plus interactif sur, on va vous demander de nous envoyer soit vos protocoles, soit vos fiches de terrain. Et donc, le deuxième webinaire, ce sera plus une discussion de vos pratiques. Et le troisième webinaire sur ce sujet, ce sera plus des recommandations par rapport à ce que vous avez besoin. Vous avez décrit dans le deuxième webinaire vos besoins et par rapport aux meilleures pratiques qu'on peut faire sur le sujet. Donc, un webinaire en 3 parties, une partie un peu théorique maintenant, une partie où on va attendre de vous vos pratiques à vous, et enfin, on fera la synthèse dans le troisième. Alors, globalement, les tortues marines. J'ai fait, il n'y a pas longtemps, une présentation sur qu'est-ce qu'une tortue marine. Et dans cette présentation, il y a cette information. Les tortues marines, alors je ne sais pas si, est-ce que vous voyez ma souris quand je la bouge? Oui, non. Si, on la voit. Ah bon, d'accord, ok. Donc les tortues marines, celles sur lesquelles on travaille, c'est ce groupe-là, le groupe des Dermochelidés et Cheloniidés. C'est ce qu'on appelle couramment les tortues marines. Il faut quand même garder à l'esprit que des tortues marines, il y en a d'autres. On a des tortues marines au sens qui vivent dans un environnement marin. Il y en a en Amérique du Nord. Il y a des hémididés qui vivent dans la mer. Et dans les fossiles, on a des podocnémididés qui vivaient aussi dans la mer. Mais là, on va se restreindre à ce qu'on appelle couramment tortues marines, Cheloniidés, Dermochelidés. Alors, les petites bêtes sur lesquelles on travaille, vous les connaissez bien. Kawan, Caretta caretta, les 2 Lepidochelys. En Afrique, vous avez Lepidochelys olivacea. Lepidochelys kempi n'est que dans le golfe du Mexique. Vous avez des tortues imbriquées. Celle-là, vous ne l'avez pas, c'est une tortue purement australienne. Cheloniamidas, la tortue verte. Et bien sûr, la tortue lutte atlantique. Donc ça, c'est les espèces que vous allez trouver en Afrique. Excuse-moi, Marc, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Vous pouvez fermer vos micros, sauf Marc, parce que j'entends un bruit de fond. Alors, le cycle de vie d'une tortue marine, c'est ça. Alors, le cycle de vie, on va commencer au stade œuf.
La tortue marine est un animal qui utilise deux milieux, c'est ce qu'on va voir juste après, le milieu terrestre pour la ponte et le milieu marin pour toute sa vie. Donc, la ponte se fait en milieu terrestre, la femelle vient sur la plage, dépose des œufs, l'incubation dure entre 50 et 70 jours, les bébés tortues sortent du sable, il y a une phase où les juvéniles et subadultes grandissent. La durée exacte de cette phase est très variable. Ça dépend de la quantité de nourriture qu'elles peuvent avoir. Normalement, je projette sur l'écran. Si vous ne le voyez pas, il y a un problème là. Je parle à Wamba Chinda. Parce qu'effectivement, suivre le webinaire sans l'écran, ça va être difficile. De mon côté, je vois l'écran. Je pense que c'est le cas de la majorité. Ursula, tu vois l'écran? Oui, je vois l'écran. Okay. Oui, je vois l'écran aussi, Pierre-Brice. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord, donc c'est de ton côté. Donc il y a l'utilisateur là qui ne voit pas l'écran, c'est chez lui qu'il faut faire un réglage. Ok, Marc, peut-être quitter, redémarrer Zoom, parce que là, voilà, je pense que... Ouais. Donc, une phase de croissance où l'animal va rester dans des milieux qu'il n'utilisera pas forcément après. Par exemple, les tortues vertes au jeune stade sont très côtières, alors qu'ensuite, c'est des animaux qu'on va plutôt retrouver en pleine mer. Ensuite, au moment où elles acquièrent la maturité sexuelle, elles retournent dans la région où elles sont nées. Donc ça, il faut arrêter avec la tortue qui retourne sur la plage où elle est née. Non, la tortue retourne dans la région, ok, mais pas sur la plage où elle est née. Ça, c'est des histoires qu'on raconte pour les enfants, mais entre nous, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, elle retourne dans la région où elle est née et le mâle rencontre la femelle, il y a un accouplement en mer et la femelle revient sur la plage, dépose ses œufs. Et donc, nous, on va, pour cette première étape, s'intéresser principalement à ce qui se passe ici sur la plage. La femelle qui vient, qui dépose ses œufs et l'incubation des œufs. Marc, il y a une question. S'il te plaît. Il y a une question de Messan. Oui, Messan, vas-y. Oui, Marc, quand tu dis que lorsque la tortue devient adulte, elle retourne à la plage, notamment la région où elle n'est pas véritablement à la plage où elle est née. Est-ce que la région aussi fait allusion au continent ou bien à la sous-région? Parce que quand on prend le continent africain, est-ce que la sous-région ouest africaine ou bien centrale africaine ou bien toute l'Afrique, par exemple? Ouais. On a déjà vu des animaux qui pondaient à plus de 1000 km de l'endroit où ils étaient nés. Donc, ça peut être assez loin, mais en général, ça reste quand même dans une proximité géographique. C'est-à-dire qu'une tortue qui naît en Afrique, il y a peu de chances qu'elle ponde ailleurs qu'en Afrique. Mais par contre, une tortue qui pond, je sais pas, au Gabon, on pourra la retrouver au Congo ou au Cameroun. Mais il y a très, très peu de chances qu'on la retrouve en Amérique du Sud, par exemple. OK. Merci. Alors, donc, les tortues marines utilisent 3 milieux différents. Elles utilisent bien sûr la plage. On va voir juste après, dans la série diapo d'après, on va voir exactement ce que c'est une plage. Parce que vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que l'image qu'on en a. Donc, elles utilisent les plages. Là, on est dans le milieu terrestre. Elles utilisent le milieu côtier. Alors, le milieu côtier, c'est ce qui est noté
sur le graphique du haut, le milieu côtier, ça correspond la plupart du temps au plateau continental. Il faut avoir vraiment ce schéma en tête quand on travaille sur le milieu marin. Vous avez, donc sur la partie gauche, vous avez le milieu terrestre. Ensuite, on a une pente douce qui descend. C'est recouvert par la mer, c'est le plateau continental. Ensuite, il y a une pente qui peut être très abrupte, qui descend jusqu'à un niveau où il y a une première rupture de pente. Donc ça, c'est le talus continental. Ensuite, on a une zone, cette rupture de pente ici, c'est le glacis continental. Et enfin, on arrive sur la plaine abyssale. Donc, le milieu côtier correspond au plateau continental. Par exemple, les tortues vertes juvéniles restent tout le temps au niveau du plateau continental. Ensuite, vous avez le milieu hauturier. Le milieu hauturier, c'est relatif à la haute mer. Et donc, ce milieu hauturier, c'est ici. Vous allez avoir le déplacement des individus qui va se faire dans le milieu hauturier. Donc, 3 milieux de vie, la plage, le milieu côtier et le milieu hauturier. On va s'intéresser maintenant plus précisément à la plage. Alors, la plage, ce qu'on connaît comme plage, c'est ça. En réalité, la plage est un peu plus complexe que ça. Alors, qu'est-ce qu'une plage? Une plage, c'est une zone d'interface entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Donc, c'est vraiment la zone où on a d'un côté le milieu terrestre, de l'autre côté le milieu aquatique. Les géomorphologues ont une définition stricte d'une plage. C'est une accumulation sur le bord d'une mer, d'un cours d'eau ou d'un lac, de matériaux d'une taille allant des sables fins au bloc. Donc, première chose, il existe des plages qui ne sont pas à côté de la mer. Il existe des plages à côté des lacs, il existe des plages à côté des rivières. C'est là où vont aller pondre les tortues palustres, par exemple. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Donc, les plages, ce n'est pas seulement une plage. Alors là, donc, on est au niveau des plages marines. Ce n'est pas seulement des étendues de sable fin, un peu comme on a tendance à le penser. Il y a des plages avec des blocs plus gros, des rochers plus gros. C'est ce qu'on appelle des beach rocks, mais c'est aussi des plages. Donc, pour les tortues marines, vous voyez que les tortues marines utilisent qu'une sous-catégorie des plages, les plages marines avec du sable plus ou moins fin, mais il faut qu'il y ait du sable fin. On n'a jamais vu une tortue pondre sur une plage de galets. Ensuite, l'estran. L'estran, c'est la zone de balancement des marées. Donc, vous avez, alors ça s'appelle zone de balancement des marées, zone de marnage, zone intertidale, il y a plein de noms différents. C'est la partie du rivage localisée entre la plus haute mer à marée haute et la plus basse mer à marée basse. Ça, c'est l'estran. Les tortues n'utilisent pas cet estran. Les tortues utilisent la partie de la plage qui s'appelle la dune. Donc, la dune, c'est la partie de sable qui est toujours en dehors de la marée. Alors, on a vu qu'une plage est définie par du sable. Donc, le sable, c'est un matériau granulaire constitué de petites particules provenant de la dégradation d'autres roches dont la dimension est comprise entre 0,063 mm et 2 mm. Ça, c'est la définition des géologues. Et donc, on va utiliser le terme sable uniquement dans cette gamme de taille. En dessous, c'est du limon. C'est ce qu'on va trouver dans les mangroves, par exemple. Au-dessus, c'est ce qu'on va trouver dans les beach rocks. Donc,
ce qu'on appelle plage quand on travaille sur les tortues marines, c'est la composante dunaire de la plage. La plage peut être constituée de différents matériaux, sable et rochers, et pour les tortues marines, c'est du sable. Voilà, donc déjà, on a positionné clairement les termes. Alors, pourquoi travailler sur une plage quand on travaille sur les tortues marines, alors que la tortue marine ne passe que finalement très peu de temps sur une plage au cours de sa vie? Elle passe 60 jours quand elle est au stade embryon, elle passe quelques heures tous les 2 ou 3 ans quand elle est une femelle. Donc, vous voyez que la plage n'est pas l'endroit où on va trouver les tortues marines en général. Mais il y a quand même un intérêt de travailler sur cette plage, parce que sur cette plage, c'est là où on peut prendre des données qui vont nous informer sur la démographie de l'espèce. C'est là où on va prendre des données sur la survie, sur la reproduction. Et c'est ce qu'on appelle des traits d'histoire de vie. Les traits d'histoire de vie, c'est tous les paramètres qui décrivent comment l'animal va vivre. Chez les tortues marines, on a la chance qu'elles viennent à terre et on a la chance de pouvoir prendre ces données quand elles sont à terre. La vie d'une tortue, ça ressemble beaucoup à la vie, par exemple, d'un dauphin ou d'une baleine. Ça ressemble beaucoup, sauf que le dauphin et la baleine ne viennent jamais à terre. Et en fait, ça pose de gros problèmes pour les gens qui travaillent sur les cétacés. Ils ont beaucoup de mal à obtenir des paramètres démographiques. Nous, on a la chance que les tortues venant à terre, finalement, elles s'offrent à nous pour qu'on prenne plein de paramètres démographiques. Et donc, le fait qu'elles viennent à terre pour pondre nous donne un avantage énorme par rapport aux autres gens qui travaillent sur le milieu marin, parce que donc on a plein d'informations que les autres personnes n'ont pas, que les autres chercheurs dans les autres domaines n'ont pas. Alors, quand elles viennent à terre, ça peut nous permettre, par exemple, d'estimer la tendance de la population. La tendance de la population, nous, quand on travaille sur les tortues marines, on va directement utiliser le suivi du nombre de pontes sur un site, ce qui va nous donner une tendance, et donc on peut avoir une information que les gens qui travaillent sur les cétacés ont énormément de mal à obtenir. Quand on travaille sur une tendance, ici c'est une tendance de tortue-lutte par exemple, quand on travaille sur une tendance, ça nous donne finalement une information sur ce qui se passe, bien sûr, sur la plage, mais aussi sur ce qui se passe en mer. Oui, Wamba, je réponds. Donc, sachant qu'elles passent environ 1/1000 de leur temps sur la plage, quand on a une tendance positive ou négative, souvent, ce qu'on mesure comme tendance, c'est pas ce qui se passe sur la plage réellement, mais ça nous informe sur ce qui se passe en mer. Alors, est-ce qu'il existe une préférence sur les sites de ponte pour certaines espèces? Alors, je réponds après à Pierre. Est-ce qu'il existe une préférence sur les sites de ponte pour certaines espèces de tortues marines liées à la taille des grains de sable fins et grossiers? Il ne semble pas qu'il y ait une préférence. On va trouver, par exemple, des tortues vertes qui pondent sur des plages avec du sable très fin, et on va trouver des tortues vertes qui pondent sur des plages avec un sable très grossier de corallier. Donc, la qualité du sable ne semble pas avoir une très grande importance. Bien sûr, il faut quand même qu'elle puisse creuser. Si elle va sur une plage de galets, là, elle ne pondra pas. Alors, est-ce que je parle du nombre de nids ou du nombre de traces? Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Je peux déjà donner une indication. En termes de dynamique des populations, le nombre de nids est la mesure qui est la meilleure, puisque c'est une mesure qui nous informe directement sur le paramètre démographique reproduction. Mais par contre, c'est un paramètre qu'on a énormément de mal à obtenir de façon certaine.
tout à l'heure, j'en reparlerai. C'est pour ça que souvent, on utilise le nombre de traces comme une approximation du nombre de nids. Simplement, il faut garder à l'esprit que le nombre de traces est toujours plus important que le nombre de nids parce qu'il y a ce qu'on appelle les faux nids, les montées qui ne donnent pas un nid. Et on reviendra sur ça tout à l'heure. OK. Alors, la plage, c'est un endroit où l'impact humain peut être fort. Et on peut essayer de réduire cet impact. Alors, l'impact, on peut avoir un impact humain sur le milieu lui-même. Et donc, ce qu'il va falloir, c'est déterminer déjà les caractéristiques du milieu. Alors, l'impact, on va reprendre, je ne vais pas le dire pour l'instant, on va reprendre chacun de ces points pour déterminer finalement ce qu'on peut en dire. On peut avoir donc un impact sur le milieu lui-même et on peut avoir un impact sur les espèces elles-mêmes via le braconnage des œufs, des adultes et d'autres facteurs dont on reparlera aussi. Donc, on va d'abord parler de ça. Quel est l'impact humain à la fois sur le milieu plage et l'impact sur les espèces quand elles sont sur la plage? Alors, premier impact sur le milieu lui-même, la dynamique du trait de côte ou de l'élévation via le changement climatique. Alors, ici, vous avez une plage. Ça se passe en Guyane, donc en Amérique du Sud. Vous avez différentes années, 2012, 2014, et vous avez différentes couleurs. Ces différentes couleurs représentent l'élévation du niveau du sable. Là, sur cette partie-là, on n'a pas d'érosion au sens strict. C'est-à-dire que la plage reste à peu près au même endroit, mais par contre, vous voyez que le niveau du sable peut augmenter ou descendre. Alors, en rouge, ça veut dire que le niveau de sable est descendu. En vert, le niveau de sable est resté à peu près au même niveau. Donc, d'où provient ce changement? Alors, l'élévation du niveau marin est prévue dans le contexte du changement climatique. Donc, c'est le réchauffement climatique lié à la production de gaz à effet de serre. Il y a l'élévation du niveau marin provient de deux phénomènes. La fonte des glaciers et de la banquise, donc ça se réchauffe. Donc, les zones où il y a de la glace, peuvent fondre, ce qui donne de l'eau qui arrive dans les océans, provoque une élévation du niveau de la mer. Mais aussi, l'eau plus chaude prend plus de place que l'eau froide. Par une dilatation des masses d'eau, l'eau plus chaude prend plus de place, elle se dilate. La fonte, c'est à peu près 50% de l'élévation du niveau de la mer. La dilatation des masses d'eau, c'est à peu près les autres 50%. Donc, on a une élévation du niveau de la mer liée au réchauffement climatique. Mais on a un autre phénomène. Dans le contexte du réchauffement climatique, c'est parce qu'on a plus d'énergie dans l'atmosphère. Les gaz à effet de serre piègent le rayonnement qui est réémis par la Terre vers l'atmosphère, et donc ça piège de l'énergie qui reste dans l'atmosphère. Cette énergie qui est dans l'atmosphère va faire qu'on aura des vents plus forts, des tempêtes. Or, la houle, c'est les vagues, la hauteur de la houle dépend des vents. Si vous avez plus d'énergie dans l'atmosphère, vous allez avoir plus de vent, donc plus de houle, et la houle, quand elle arrive sur les plages, provoque une érosion. Donc, vous avez trois phénomènes qui vont intervenir sur les plages. La fonte des glaciers, la dilatation des masses d'eau, c'est l'augmentation du niveau de la mer. Et enfin, l'augmentation de la houle qui va, alors parfois, faire de l'érosion, mais parfois, ça amène aussi du matériel.
C'est pour ça que vous avez ici des changements qui peuvent être des fois, on augmente le niveau de la mer et parfois on le baisse. Pas de la mer, pardon, du sable, parfois on le baisse. En fait, la résultante de ces phénomènes est très complexe. Il y a toute une série de travaux en géomorphologie pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer au niveau des plages. Et pour l'instant, on manque beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits pour essayer de comprendre. Est-ce que réellement il y aura une érosion? Est-ce qu'il y aura au contraire une augmentation du niveau de sable sur les plages? Pour l'instant, on ne peut pas conclure d'une façon générale. Alors, ici, un exemple de changement extrême. À gauche, c'est une photo satellite. Alors, elle est assez ancienne. Elle date de 1970. Donc, ça se passe toujours en Guyane. J'ai beaucoup travaillé en Guyane. Ça se passe en Guyane. Vous voyez, en 1970, on avait ici une plage avec beaucoup de tortues qui venaient pondre, tortues luth, tortues vertes, tortues olivâtres, et ici, un fleuve. Ça, à droite, c'est la situation actuelle. Vous voyez que le fleuve n'existe plus. Le fleuve sort. Oui, on va en reparler juste après, Damien. Donc, le fleuve sort beaucoup plus à droite. Donc, vous voyez que ça, c'était une plage. Finalement, cette plage a complètement disparu. Ici, on retrouve le village. Le village, c'est celui-là. La plage a complètement disparu. Il y a maintenant une grande mangrove qui s'est mise devant. Et ici, il n'y a plus de plage. Donc ça, c'est un exemple de changement extrême. Parfois, le changement n'est pas aussi extrême comme dans la diapo précédente. Tout à l'heure, je montrerai des photos au Nigeria, par exemple, d'aménagement côtier qui modifie complètement le trait de côte. Alors, sur les plages, on a aussi la température des plages, qui est un facteur physico-chimique sur lequel l'homme agit indirectement via le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, via l'augmentation de l'effet de serre, va induire évidemment une augmentation de la température de l'air. J'ai oublié de la température. Et la température joue à deux niveaux, et on le verra un peu plus loin. Là, on est sur vraiment les caractéristiques physico-chimiques de la plage. La température, ici, c'est au Nigeria. La température a été mesurée à différents niveaux sur la plage. Et vous voyez que les différences de température à différents niveaux de la plage peuvent être assez différentes. Ça, c'est quelque chose qui a été très souvent oublié. On prenait une température sur la plage et puis on était content. Maintenant, il y a une très forte hétérogénéité de température sur les plages. Ça fait partie des choses qu'on ne comprend pas très bien encore à l'heure actuelle. Donc, sur les caractéristiques physiques de la plage, la température est un élément très important. Et quand on va passer sur les tortues, évidemment, on va reparler des températures. C'est là, justement, Damien, où je parlais de l'aménagement. En 2002, donc ça, c'est une zone Nigeria, un petit peu à l'est de la capitale, Lagos. C'est une zone qui s'appelle Lekki. En 2002, vous aviez une très grande plage qui était utilisée par les tortues marines. Tout se passait très bien. Voilà la situation en 2022. Un port a été construit. Enfin, à la limite, mais là, je ne sais même plus exactement. Est-ce que tout ça, c'est des ports? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, la situation en 2022, c'est qu'il n'y a plus de plage. Donc, effectivement, l'activité humaine joue un rôle énorme. Avec Alexandre, on avait travaillé à Lekki, on avait fait des recommandations. Eh bien, clairement, nos recommandations, ce n'était pas ça. Nos recommandations n'ont pas été suivies du tout. C'est même assez honteux, puisqu'ils avaient obtenu les financements de la Banque africaine parce qu'ils disaient qu'ils allaient respecter les aménagements qu'on avait proposés.
clairement, ils ont fait n'importe quoi. Je ne sais pas, Alexandre, si tu avais des renseignements sur ce qui était en train de se passer à l'EKI, mais c'est n'importe quoi. Non, c'est toujours un sujet, mais un jour, on fera une présentation là-dessus sur les études d'impact et le levier qu'on peut avoir en tant qu'acteur et en tant que chercheur ou prestataire. Le fait est que ces clairement, rapports, on n'a aucun impact. Oui, voilà, là, moi, j'ai plutôt envie de faire une note à la Banque africaine de développement parce que c'est honteux. Oui, on pourra faire ça. Alors, sur les caractéristiques physiques et chimiques de la plage, on a aussi tout ce qui est pollution. Alors ça, par exemple, c'est un travail qu'on a fait toujours en Guyane. Tous les produits à gauche qui sont indiqués, c'est des produits phytosanitaires et c'est le dosage dans la plage. Vous voyez qu'on retrouve plein de produits phytosanitaires sur cette plage, ce qui était un petit peu étonnant parce qu'ils n'étaient pas utilisés à côté, mais en fait, ils sont amenés par les fleuves autour. Donc, ça fait partie des pollutions chimiques qui caractérisent l'impact humain sur les plages. Ça, c'est toujours au Nigeria. C'est une image où vous voyez ici à droite, l'image en photographie. Vous avez ici une pollution liée au plastique. Et la pollution liée au plastique, à gauche, c'est une image en caméra infrarouge qui mesure la température. La pollution liée au plastique donne aussi une pollution thermique. Alors, un type d'aménagement côtier qui est non nocif à la nidification des tortues marines, je crains que non. Si on veut faire un aménagement côtier, on est obligé de sacrifier une partie du littoral, mais justement, notre recommandation avec Alexandre, c'était de minimiser au maximum l'emprise sur le terrain, c'est-à-dire en gros, c'était 800 mètres, mais là, on est sur une emprise de ça doit être 20 km là à peu près. Donc, si on est obligé de faire un aménagement, il y a une partie de la plage qui est sacrifiée et il faut essayer que ce soit le moins possible. Si Marc, je peux ajouter quelque chose. Donc, si on parle des aménagements aussi qui sont destinés à lutter contre des dynamiques de côte qui ne sont pas favorables aux établissements humains et des phénomènes d'érosion qui menacent des villas, des installations touristiques ou industrielles, le fait de chercher à figer la plage avec des empierrements ou du béton, c'est rarement la bonne solution et ça nuit à l'habitat naturel de ponte des tortues marines. Donc, c'est les solutions de construction bétonnée et pierreuse pour lutter contre l'érosion. Bon, c'est un sujet à part entière, mais c'est à déconseiller. Voilà, si je peux ajouter ça. Alors, oui, Isri, je te réponds juste après. Alors, pour aller dans le sens d'Alexandre, en fait, quand on fait un empierrement sur une plage pour limiter l'érosion, à très court terme, on limite l'érosion, mais à moyen terme, c'est encore pire, parce que la mer et la houle va creuser sous les pierres qu'on a mis, et finalement, on va toujours les retirer. La mer est toujours plus forte que les pierres qu'on a mis. Donc, la mer va finir par creuser sous les pierres qu'on a mis, va les retirer, et en les retirant, ça fait encore plus d'érosion que si on n'avait rien fait. Donc, si on a construit une villa au bord de la mer, la seule solution, c'est de la quitter et de construire à 1 kilomètre de la mer. De toute façon, elle va tomber dans l'eau forcément. Et on travaille actuellement au sein du Rastoma et on travaillera avec les autres réseaux s'ils le souhaitent sur des solutions fondées sur la nature pour réduire l'impact de l'érosion. Donc, ce sont des solutions fondées sur la nature plutôt en recherchant à augmenter la résilience du trait de côte grâce à la végétation et à son enracinement. Mais ça, c'est un sujet aussi qu'on essaiera de traiter, de développer une prochaine fois. Alors,
la pollution plastique qui modifie la température, c'est parce qu'en fait, le plastique, dans la journée, récupère de l'énergie. Le plastique se chauffe énormément dans la journée au soleil et reste chaud finalement la nuit. Quand la température baisse la nuit, le plastique qui a emmagasiné de la chaleur toute la journée restitue cette chaleur et ça donne cette situation où finalement ça fait des zones chaudes sur la plage parce que le plastique a emmagasiné de la chaleur toute la nuit, toute la journée. Après l'aménagement des plages à cause de l'érosion, est-ce que les tortues marines fréquentent encore ces plages? Là, par exemple, à l'Équille, je ne sais pas. Parce qu'on voit des traces de plage en dehors des quais. Je ne sais pas s'il y a des tortues qui viennent sur ces quais, mais si vous avez un enrochement, les tortues n'y viennent plus. En fait, quand les tortues viennent pondre, ce qui se passe, c'est que 2 heures, 3 heures avant la tombée de la nuit, on les voit patrouiller au large, elles lèvent la tête et elles regardent le territoire. Et si elles voient des zones plutôt plates, elles viennent pondre. Si elles ne voient pas de zone plutôt plate, elles cherchent ailleurs. Comment mesurer le caractère résilient d'une tortue face à un tel impact? Alors, le caractère résilient des tortues, c'est qu'en fait, la stratégie de ponte des tortues, c'est si j'ai déjà pondu à un endroit et si je suis encore vivant, c'est que l'endroit ne devait pas être si mauvais que ça et j'ai tendance à y retourner. Donc, par contre, de temps en temps, j'explore le territoire, je vais pondre à des endroits où je n'ai pas pondu, mais rarement. En gros, une ponte sur 10, c'est à des endroits où je n'ai pas pondu, et 9 pontes sur 10, c'est à des endroits où j'ai déjà pondu. Mais ce qui leur permet de connaître leur territoire, c'est-à-dire qu'elles savent qu'à l'endroit où je ponds d'habitude, je suis encore en vie, donc c'est safe, comment on dit en français? C'est pas dangereux, quoi. Mais comme de temps en temps, j'explore mon territoire, si l'endroit où je pondais d'un seul coup disparaît, je sais déjà où aller à gauche ou à droite. Donc, c'est une stratégie très résiliente. OK. Alors, dans les caractéristiques physico-chimiques du milieu impacté par l'homme, il y a la compaction. À la compaction, là, par exemple, c'est une publicité, hein, c'est pas une photo prise sur une plage de ponte, c'est une publicité. Mais voilà, quelle est l'idée d'aller faire rouler une voiture sur une plage? Ça fait une compaction du sable. Alors, on a des endroits où les voitures rentrent sur le sable. Je connais ça au Brésil, par exemple, où au Brésil, les gens qui vont faire un pique-nique sur la plage, plutôt que de porter la glacière sur la plage, ils amènent la voiture sur la plage. Et ça a été, c'est dans 2 diapos. Alors, caractéristiques physiques, chimiques du milieu, il y a aussi bien sûr les grumes de bois qui sont présentes sur la plage, qui sont liées à l'activité humaine. Ça, c'est une photo prise au Gabon. On a aussi de la pollution plastique. La modification de l'arrière-plage. Alors, il y a une question sur les pollutions. Avant de passer sur ça, on va répondre à la question. Est-ce que la pollution des plages par les plastiques influence le succès de la nidification ou uniquement le plastique trouvé dans les nids qui a des effets? On ne sait pas. Ça fait partie des choses qui n'ont jamais été étudiées. Quel est l'impact du plastique sur les plages? On ne sait pas. Modification de l'arrière-plage. Alors, parfois, on déforeste l'arrière-plage et parfois, au contraire, on va planter. J'ai découvert que, par exemple, dans le Pacifique, il y a plein d'atolls, de récifs coralliens avec des plages. Et il y a eu une mode dans les années 1970-1980 où on allait sur ces atolls qui sont des atolls pas habités et on allait planter des cocotiers. Je ne sais pas quelle était l'idée qu'il y avait derrière la tête, mais en tous les cas, maintenant, on est en train de couper ces cocotiers qui ont été plantés parce que ces cocotiers, finalement, amènent de l'ombre qui n'existait pas sur ces sites
quelle était l'idée d'aller dans des îlots complètement isolés, planter des cocotiers. Je ne sais pas qui a eu cette idée bizarre. Enfin, maintenant, on est en train de les retirer. Alors, maintenant, on passe aux impacts sur les individus eux-mêmes, donc sur les tortues. Là, c'était l'impact humain sur le milieu. Là, maintenant, on passe à l'impact sur les individus présents sur les plages. Bien sûr, on va passer les différents stades de vie. Bien sûr, premier impact, c'est le prélèvement. Quelqu'un qui vient, qui prélève des œufs, ça c'est une photo prise au Suriname, il y a un impact évident du braconnage des œufs. Il y a aussi le braconnage des adultes qui se produit sur la plage. À gauche, c'est une photo que m'avait passée Alexandre il y a très 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 longtemps. C'est des tortues olivatres au Congo. Oui, c'est au Congo. À droite, c'est une photo Guyana. Pardon. Bon. Alors, impact sur les individus présents sur la plage. On a vu qu'on avait une augmentation de la température. Cette température a deux influences majeures sur les tortues. Première influence, la détermination du sexe. Chez les tortues marines, à basse température, quand les œufs sont incubés à basse température, il naît des mâles. Quand les œufs sont incubés à haute température, il naît des femelles. Ça, c'est la réponse chez l'Epidochelys kempi, que vous n'avez pas en Afrique, mais l'Epidochelys olivacea est à peu près la même. Et puis, de toute façon, toutes les tortues marines répondent de la même façon. Donc, quand on a une augmentation de la température sur les plages, on a un impact sur le sexe ratio. Un autre impact qui a été un peu oublié. En fait, dans les années 70, 1970, quand on a découvert l'impact de la température sur le sexe ratio, tout le monde s'est excité sur ça parce que c'était nouveau, il y a eu plein d'études sur le sujet. D'ailleurs, on ne sait toujours pas clairement si vous me donnez une série de températures, vous prédire le sexe, on ne sait toujours pas le faire. Mais donc, on s'est excité énormément sur ce côté sexe ratio. Et on a oublié... Il y a une question. Ah, je ne l'avais pas vu. Voilà. La protection des berges par les... Alors, c'est vrai que les cocotiers ont des racines qui fixent le sable. Le problème, c'est que quand on a trop de cocotiers avec trop de racines, ça empêche les animaux de creuser. En plus, il y a des espèces qui supportent relativement bien la végétation. Par exemple, une tortue imbriquée, elle va aimer beaucoup aller pondre sous la végétation. Les tortues luttes ou les tortues olivâtres, par exemple, elles n'aiment pas du tout pondre sous la végétation. Donc, ça stabilise la plage, c'est vrai, mais ça peut empêcher la nidification. Les tortues vertes, c'est assez bizarre. Les tortues vertes que je connaissais jusqu'à présent, c'était un peu le même type que pour la tortue lutte, elles n'aiment pas la végétation. Et j'ai découvert, attends, les lumières, ça vient après. J'ai découvert que les tortues vertes en Nouvelle-Calédonie pondent comme les tortues olivâtres, imbriquées sous la végétation. Donc, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Ça fait 2 mois que je le sais. Donc, on peut avoir en plus des particularités locales pour savoir est-ce qu'elle supporte la végétation ou pas. Mais de toute façon, la végétation produit de l'ombre et ça modifie les conditions d'incubation. Alors, les lumières, on va y revenir juste après. On a aussi Joël qui a levé la main pour poser la question. Ah, je n'ai pas vu qui. Ah, Wamba. Joël, tu peux poser ta question. Vas-y. Oui, bonsoir, je suis Joël de l'association BAO. En fait, j'avais une question sur le paramètre de la température en particulier. Commencer des essais d'écloserie. On entend vraiment très très mal. Je crois que ce serait plus simple de l'écrire. Là, je n'arrive pas à comprendre. C'est très, très coupé comme son.
Ok, Joanne, s'il te plaît, écris ta question dans le chat. Et pour d'autres qui ont les questions, écrivez dans le chat, s'il vous plaît. Alors, en attendant que la question soit écrite, pareil pour Ronnie, je pense que c'est plus simple d'écrire la question dans le chat. Donc, la température a un impact sur le sexe ratio. Donc ça, on s'est excité depuis maintenant 50 ans sur le sujet. Et on a complètement oublié que la température a aussi un impact très important sur la réussite d'incubation. Ici, c'est des données pour la tortue olivâtre. En dessous de 25 degrés Celsius, la réussite d'incubation est quasi nulle. Et au-dessus de 34 degrés Celsius, la réussite d'incubation est aussi nulle. Et ça, finalement, on s'est tellement excité avec le sexe ratio qu'on a oublié ça. Et les données les plus récentes qu'on a montrent que ça a beaucoup plus d'importance que le sexe ratio. Donc, l'effet de la température joue beaucoup plus sur la réussite d'incubation. Ça joue sur le sexe ratio, mais en termes dynamique des populations, ça joue moins que cet effet-là. Là, je me rends compte que normalement, là, j'ai une diapo qui devait apparaître après ça. Donc, circulation humaine sur les plages, piétons, engins à moteur, ça provoque une compaction du sable. Et cette compaction du sable a été analysée au Brésil en étudiant la qualité de la plage pour la présence des crabes. Donc, ce n'est pas directement les tortues. On a utilisé les crabes comme indicateur de la qualité de la plage. Donc, c'est l'Ocypode quadrata. C'est une espèce qui est présente aussi en Afrique centrale. Et l'intérêt des crabes, c'est que c'est assez facile de savoir s'il y a des crabes et combien il y en a, parce qu'il suffit d'aller sur la plage et de compter les trous. On a des terriers faits par les crabes et on peut savoir combien il y a de crabes sur la plage et on peut même faire de la dynamique des populations puisque la taille du trou dépend de la taille du test, donc c'est le corps du crabe, et donc on peut même faire de la dynamique des populations pour savoir si c'est des crabes âgés ou des crabes jeunes. Et c'est ce qui a été fait au Brésil sur 3 zones. Il y a donc 3 plages différentes où les voitures viennent, par exemple sur la plage Harmonia, les voitures viennent et les gens se garent sur la plage pour pique-niquer. Sur la plage Tramandaï, les voitures viennent aussi, mais un peu moins. Et Jardim do Éden, c'est au contraire une zone où il y a très peu de voitures. Et finalement, quand on mesure la densité de trous de crabes par mètre carré, on voit que les zones où les voitures ne viennent pas ont beaucoup plus de crabes que les zones où les voitures viennent, parce que les voitures, en compactant le sable, perturbent l'écosystème plage. Alors, le réchauffement climatique menace l'existence des tortues? Oui et non. Oui, si on se place dans un monde qui ne change pas, c'est-à-dire en gros, vous prenez la situation actuelle et vous augmentez les températures. À ce moment-là, oui, vous allez avoir des tortues qui cuisent. Mais les tortues marines ont une capacité de déplacement qui leur permet justement d'être résilientes au changement climatique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des individus qui vont aller pondre un peu plus dans le sud, dans des endroits où c'est un peu plus froid, et celles qui pondent un peu plus dans le sud, si vous êtes dans l'hémisphère sud, si vous êtes dans l'hémisphère nord, ce sera un peu plus dans le nord, celles qui pondent dans des environnements un petit peu plus froids, finalement, elles vont être favorisées et c'est ça qui va leur permettre d'être résilientes.
au réchauffement climatique. Je ne m'en fais pas trop pour les tortues marines par rapport au réchauffement climatique. Ce n'est pas vrai pour les tortues terrestres ou les tortues aquatiques d'eau douce, qui, elles, n'ont pas les mêmes capacités de déplacement. Elles vont coloniser des endroits, pas trop pour les tortues marines. Ensuite, j'avais une question que j'ai juste au-dessus. Les plantes comme les fabacées jouent-elles un rôle sur la plage? On le verra juste après, je parlerai justement des fabacées. Donc David, ça va venir juste après. J'aimerais savoir si les tortues peuvent s'adapter au changement des plages. Elles peuvent s'adapter finalement parce qu'elles connaissent très bien leur territoire et elles peuvent finalement, si une plage n'est plus disponible ou n'est plus de bonne qualité pour la ponte, comme elles connaissent leur territoire, elles vont aller coloniser de nouveaux endroits. Et ça, c'est important. Ça veut dire que nous, quand on parle d'aménagement, on a tendance à dire les plages où il y a des tortues, il faut les protéger. Celles où il n'y a pas de tortues, ma foi, on peut les aménager. Mais non, ça, c'est une vision à court terme. Parce que celles où il n'y a pas de tortues, c'est celles qui, justement, sont en réserve pour qu'elles puissent les coloniser quand la température aura trop augmenté. Donc, c'est vraiment très important de garder des plages, même aux endroits où il n'y a pas de tortues actuellement qui pondent. Pour le paramètre température, existe-t-il un moyen de le suivre au cours du temps d'incubation? Alors oui, je vais en parler juste après. Comment reproduire ces paramètres dans une écloserie sur une plage? On parlera des écloseries pas là. En gros, l'écloserie, c'est vraiment, ça fait partie des technologies qu'on peut mettre en œuvre pour protéger les tortues, mais ce n'est pas du long terme. C'est comme il y a des gens qui proposent de mettre des parasols au-dessus des pontes de tortues et d'arroser le sable au-dessus des nids de tortues. Il y a des publications qui proposent ça pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est complètement stupide. Jamais on sauvera des tortues en faisant ça. Ça marchera peut-être 1 an, mais sur le long terme, ça ne marchera pas. Et c'est un peu la même chose pour les écloseries. Si votre but, c'est de faire une écloserie pour lutter contre le réchauffement climatique, vaut mieux plutôt que les tortues colonisent des nouveaux endroits plutôt que de faire des écloseries. Ce n'est pas une solution sur le long terme. Les écloseries, elles peuvent marcher quand on a du braconnage. Si on a du braconnage, à ce moment-là, effectivement, l'écloserie, tant que ce braconnage existe, l'écloserie a un sens. Mais pour le réchauffement climatique, non. Nidification, en fait, le terrier du crabe, on l'utilise comme mesure de la qualité du sable, de la qualité de la plage. Le terrier du crabe ne joue pas directement sur l'incubation. Les crabes évitent, en général, quand un crabe creuse son terrier, quand il arrive à proximité d'un nid, en général, il tourne et il l'évite. Donc, le terrier du crabe joue plus un rôle de marqueur de la qualité de l'environnement. Alors, Samuel, de nos jours, la fonte des glaces a pour conséquence l'avancée de l'eau de manquer de plages de ponte. Quel sera l'avenir de ces espèces? Ça, effectivement, c'est ce qu'on dit couramment et probablement c'est faux. Ce qui se passe, c'est que quand le niveau de la mer augmente, la mer ramène des nouveaux matériaux sur les plages et finalement, il va se créer de nouvelles plages. Cette vision, Samuel, quand tu dis le niveau augmente et la plage disparaît, parce qu'en fait, tu réfléchis dans un monde actuel où tu ne changes qu'un paramètre, le niveau de la mer. Mais en réalité, le niveau de la mer va apporter des nouveaux matériaux qui va provoquer une érosion et tu auras une nouvelle plage qui va se créer en arrière. Alors, ok, ça c'était donc utiliser les crabes. Les crabes peuvent être de très grands secours quand on travaille sur les tortues.
Alors, de temps en temps, il y a un crabe qui mange une tortue. Hein. Bon, en général, ce n'est pas énorme la prédation. On a un crabe qui mange une tortue. Mais par contre, les crabes peuvent nous servir à caractériser la qualité du milieu. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été fait assez. C'est pas facile de mesurer la qualité d'une plage. Eh bien, une plage où il y a beaucoup de crabes, c'est une plage de bonne qualité et qui donnera une bonne réussite d'incubation pour les tortues. Alors, l'impact, tout à l'heure, on a vu le bois qui se dépose sur les plages. C'est encore une photo, ça c'était à Pongara. La présence de bois crée des obstacles. Sa décomposition modifie les paramètres physico-chimiques de l'environnement. Quel est l'impact de ça en termes de dynamique des populations? Ça fait partie des choses qu'on n'a pas vraiment quantifiées. Il y a 2 publications qui ont été faites sur ce sujet qui ne permettent pas de quantifier réellement l'impact de la présence du bois qui s'échoue sur les plages. Donc ça reste un des sujets à travailler. Que pensez-vous des personnes qui gardent les tortues plusieurs mois dans les écloseries pour leur donner des forces avant de les relâcher afin de les protéger des prédateurs marins? Je pense qu'on est en train de jouer aux apprentis sorciers, qu'on n'a absolument aucun retour clair sur l'impact de ça. C'est ce qu'on appelle le heat starting. On sait qu'il y a quelques individus qui ont survécu, qui ont été comme ça élevés et relâchés, mais utiliser ça comme une stratégie de conservation, je pense qu'on est en train de jouer aux apprentis sorciers. Et en plus, en faisant ça, si on essaye de soustraire les tortues à leurs prédateurs naturels, on a une vision qui est trop tortue-centrée. On doit avoir une vision plutôt liée à l'écosystème. Les prédateurs font partie de l'écosystème. Et donc, essayer de ne pas donner à manger aux prédateurs pour protéger les tortues, ça veut dire qu'on n'a pas encore été vers cette vision écosystémique. Alors, la présence humaine peut quand même avoir des avantages. Là, j'ai remis la photo de la personne qui prélevait les œufs. Il n'a pas vraiment beaucoup apprécié que je le prenne en photo. Et ma présence sur la plage fait qu'il n'aura pas spécialement tendance à revenir à cet endroit-là parce qu'il sait que je suis là. Donc, la présence humaine confère une protection. La lumière, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui me posait une question sur la lumière. La lumière a un impact très important sur les tortues. Et ça, par contre, ça fait typiquement partie des choses qu'on doit modifier. Alors, la lumière a un impact. Ici, c'est une expérience qui a été faite avec des bébés tortues de 4 espèces différentes qui sont éclairées à différentes longueurs d'onde. Et on voit qu'il y a une espèce qui est très différente des autres, c'est la kawan. La kawan, Caretta caretta, est très différente des autres espèces. Donc là, en fait, la c'était simplement, on a des bébés tortues, on les éclaire avec des couleurs différentes de lumière. Ils sont au contraire repoussés par la lumière, ou est-ce que finalement ça change rien? On voit qu'elles sont attirées par les lumières UV, violette, bleu, vert. Ensuite, là, on a un changement très important. La kawan, elle est, quand c'est du vert, du jaune, elle est repoussée par cette couleur, alors que les autres sont attirés par cette couleur. Et ensuite, le rouge, ben finalement, en fait, elle ne le voit pas. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous faites des patrouilles sur les plages, mettez transmettez pas de pigment dans les yeux pour voir le rouge.
Donc, vous voyez, mais elle ne vous voit pas. Ça, je ne sais plus, il faut que je le retrouve. Je transmettrai l'information. Un bébé tortue doit être en contact avec le sédiment de la plage pour garder la fidélité de la plage. Alors non, ça, on le croyait, dans les années 80, on croyait que c'était ça. On croyait que les tortues, en sortant du nid, goûtaient le sable et ça leur permettait de se rappeler la composition chimique du sable. En fait, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est comment l'animal retrouve sa plage de naissance. Je vais essayer de vous l'expliquer. L'animal, donc le bébé tortue, en sortant du nid, il trouve la mer. Comment il trouve la mer? Il trouve la mer parce que côté végétation, c'est sombre, côté mer, c'est plus clair. Il utilise justement l'attraction par la luminosité vers la mer. Une fois qu'il rentre dans la mer, il se comporte comme du plancton, finalement. Il ne peut pas nager contre les courants. Il n'a pas assez de force pour nager contre les courants, donc il se laisse dériver. Mais en se laissant dériver par les courants, il se construit une image mentale du magnétisme dans la mer. Donc en fait, le bébé tortue, il dérive avec les courants. Il essaye de trouver des zones où il peut s'accrocher, ce qui lui permet d'avoir de la nourriture, mais il se laisse dériver comme ça. Et au fur et à mesure, il se construit une image mentale du magnétisme. Et quand il est adulte, finalement, il a dérivé pendant 15 ans, 20 ans dans l'océan. Il a une très bonne image mentale du magnétisme dans l'océan et il sait parfaitement où aller pour retrouver sa plage parce qu'il s'est construit un plan dans sa tête. Donc, le fait que l'animal goûte le sable pour savoir la plage, non, ça, on est sûr que ça ne marche pas. Ensuite, il y a 10 ans que nous suivons le comportement de nos plages sur la RDC, nous constatons que la situation ne fait que se détériorer. Alors, si vous avez une falaise derrière la plage, qu'est-ce que vont faire les tortues? Elles vont aller pondre soit en Angola, elles vont aller pondre, vont abandonner la zone tout simplement parce qu'il n'y a plus de plage. Effectivement, c'est possible. Et essayer de lutter contre ça, ça me semble un peu difficile. Alors, on revient à la lumière. Ça, c'est une photo prise aux Maldives. Les points bleus, c'est du zooplancton. Mais surtout, là, ce qui m'intéresse plus, c'est la construction humaine en arrière. Quand vous éclairez la plage, à la fois, ça fait fuir les adultes et les bébés tortues sont attirés par ça et elles vont finir par mourir en étant attirées par cette lumière. Quand le jour arrive, elles vont mourir sur la plage. Donc, sur la plage, pas de lumière ou de la lumière rouge. Dans certaines régions, on est obligé d'éclairer les plages parce que c'est trop dangereux. Il y a des bandes qui circulent sur les plages, c'est dangereux. Mais dans ce cas-là, on éclaire les plages avec de la lumière rouge. Donc, on a vu que l'homme avait un impact sur le milieu. L'homme a un impact sur les espèces. Et donc, quand on se dit, je vais travailler sur les tortues sur une plage, il va falloir à la fois définir un protocole pour décrire le milieu et ensuite un protocole pour travailler sur les espèces sur la plage. Alors, on va décrire que ça assez rapidement. Et le protocole pour travailler sur les espèces sur la plage, on va vous demander de nous envoyer les documents que vous utilisez. On les analysera et ça nous permettra de rebondir sur vos pratiques et des préconisations. Alors, description du milieu. Vous arrivez, je veux travailler sur les tortues sur une plage. Première chose à faire, c'est décrire la plage. C'est un élément essentiel pour que le travail puisse être analysé. Ce que vous faites sur les nids, sur les tortues, il faut connaître le milieu dans lequel vous êtes. Et que ce milieu, vous ayez sur le temps long, que vous sachiez comment il est, comment il évolue. Alors, première chose, c'est faire des cartographies. Cartographie via les images satellites. Et c'est ce qu'on voit tout de suite.
Google Earth est votre meilleur ami. On a cet outil qui est absolument extraordinaire. Ici, c'est un peu au sud de Pongara, au Gabon. 2019, 2022. Vous voyez que là, c'est une zone où on n'a pas eu d'érosion, on a eu une accrétion au contraire. Donc, on a eu apport de sable. Dans les années 2010, on avait une érosion à Pongara. Maintenant, on a une accrétion. Alors, oui, Damien, on sait que les tortues ressentent les composés soufrés et que justement, elles utilisent les composés soufrés pour rechercher des zones de nourriture. Il y a eu de très belles expériences qui ont été faites sur le sujet, ou avec des tortues qu'on maintenait dans des immenses, dans des piscines à tortues, hein, ce n'est pas des piscines humaines. Donc, à un endroit, on émet quelques produits soufrés et elles se dirigent en droite ligne vers ces produits soufrés. Donc ici, voilà, Google Earth. Travaillez avec Google Earth, vous avez des informations extraordinaires sur Google Earth. Alors, là, je n'ai pas trouvé une diapo intéressante, mais donc, si vous voulez décrire le milieu, ce qu'il faut, c'est aussi y aller. Ne faites pas que prendre des photos satellites, allez-y et prenez aussi des photos au niveau du sol. Mettez toujours des repères pour savoir à quel endroit vous avez pris la photo. Mettez des objets de taille connue pour quantifier. Et donc, allez sur le terrain, prenez des photos. C'est vraiment important de se faire une base photographique du milieu sur lequel on travaille. Ensuite, le milieu sur lequel on travaille, pour le décrire, ce qu'il faut, c'est connaître la végétation en arrière de plage. Donc, c'est de la phytosociologie, c'est décrire la végétation en arrière de plage. Et tout à l'heure, j'avais une question sur les fabacées. On a sur les plantes qui poussent sur les plages, on a deux grandes plantes, oui. On a justement Canavalia rosea, qui est une fabacée, qui est une plante rampante, qui fait des fleurs. Alors, ça ressemble tout à fait à une fleur de haricot, hein, c'est une fabacée. Et c'est une plante qui a des racines assez profondes et avec une symbiose avec des bactéries qui leur permet d'avoir de l'azote. Donc, c'est des plantes qui peuvent pousser sur un milieu très pauvre, parce que les plages, c'est des milieux très, très pauvres. En termes de matière organique, il n'y a pas grand-chose. Mais grâce à cette symbiose avec les bactéries, ces plantes, elles arrivent à pousser et à coloniser la plage. C'est les premières qui avancent sur la plage. Derrière, vous avez les hypomées, Hypomea pescaprae, convolvulacées, qui sont aussi des plantes rampantes, mais une famille complètement différente et qui arrive après. En fait, les fabacées arrivent d'abord parce qu'elles ont cette capacité à utiliser l'azote via la symbiose qu'elles ont avec les bactéries. Elles, les hypomées, ne savent pas le faire, mais comme les Canavalia sont arrivés avant elles, les Canavalia enrichissent la plage en azote et les hypomées qui arrivent après profitent de l'azote qui a été déposé par les fabacées. Alors, effectivement, je n'ai pas parlé, j'aurais pu parler dans les impacts humains, c'est tout à fait juste, j'aurais pu parler des pollutions pétrolières, parce qu'en plus, en Afrique, c'est un problème très important. Clairement, ça ne doit pas être bon, mais on a très peu de données sur le sujet.
il y aurait des expériences à faire. Vous avez des dérivés pétroliers qui arrivent. Pour les gens qui font des écloseries, vous en mettez ou pas dans les écloseries, dans les nids, et voir ce que ça fait. Ça n'a jamais été fait. On ne sait pas quel est l'impact de ces dérivés pétroliers, mais ça ne doit pas être très bon d'une façon générale. Alors, là encore, je n'ai pas trouvé de diapo intéressante, mais donc, dans la description du milieu, la description des courants, des marées, des eaux souterraines, la sédimentologie du site, tout ça, ça fait partie des descriptions de base qu'on doit faire quand on arrive sur un site. La description physico-chimique du sable, sa granulométrie. On a vu tout à l'heure qu'il y avait différentes catégories. Le contenu en matière organique, la salinité, l'hygrométrie, l'inondation, tout ça, ça fait partie des choses qui doivent être prises, des informations qu'on doit prendre si on décide de travailler sur une plage. La météorologie et la climatologie. Alors, la climatologie, c'est sur le long terme, la météorologie, c'est sur le court terme. Ici, c'est des données, alors, donc ça, c'est l'équipe, toujours, la température de l'air sur 5 ans, toutes les 3 heures. Ici, c'est la température de la mer en face de la plage. Ça fait partie des choses. Là, on a des bases de données. Ce n'est pas la peine que vous preniez vous-même les données. Ça existe dans les bases de données qui sont disponibles sur Internet. Vous avez toute cette information et ça vous permet de mieux connaître le milieu sur lequel vous allez travailler. Donc là, c'est plus de la climatologie, on est plus sur du long terme. Là, c'est plus de la météorologie. C'est ici, température du sable. Ici, il a plu. Température du sable qui chute énormément. Même à 50 cm et 70 cm, on a une chute de la température. Ça, c'est le niveau de la marée. Les précipitations, donc là, vous voyez la pluie, là. Donc la pluie qui a conduit à ça. La température de l'air, qui est assez peu impactée par la pluie. La température de l'air est à peu près constante. Quand on est dans la zone intertropicale, la température de l'air change assez peu. Par contre, quand il y a une pluie, là, on a une chute de température liée à l'évaporation. OK. Alors, ensuite, cette plage, elle est utilisée par l'homme. Donc, quand vous allez pour faire une description de la plage, est-ce qu'il y a un village à côté? Est-ce qu'il y a des campements? Est-ce qu'il y a des sites culturels, des sites cultuels? Tout ça, ça fait partie de l'information que vous devez prendre pour décrire le milieu. Quelque chose, vous dénombrez les bateaux, vous les mesurez. Est-ce que c'est des bateaux de pêche? Ça, c'est vraiment une information de base qui doit être prise parce que ça vous donne une information sur la pression de pêche qu'il y aura en face de la plage. Et dans le bateau, vous regardez les filets et vous discutez avec les pêcheurs. Ça fait partie de la description du milieu. Une information aussi à ajouter, c'est avec moteur ou sans moteur, parce que le périmètre d'action est très différent. Ouais. Sachant que, alors je ne sais pas comment ça se passe en Afrique, mais en Amérique du Sud, les gens amènent leur moteur chez eux, ils ne laissent pas le moteur sur la plage, sinon il disparaît. Donc, savoir s'il y a un moteur au moment où le bateau est utilisé. En fait, oui, c'est pas les mêmes pirogues. C'est pas les mêmes pirogues, celles qui peuvent accueillir un moteur et celles qui fonctionnent au rame souvent. D'accord. Alors, aussi, décrire les activités humaines, industrielles. Par exemple, ça, c'est un petit peu au nord de Pointe-Noire. Touristique, là, c'est une plage. Tous les petits points que vous voyez, c'est des transats. Je ne sais pas où les tortues peuvent se mettre. Donc, tout ça, vous devez le décrire. Est-ce qu'il y a des villages, des flux de personnes qui viennent sur le site? Et le statut coutumier, le statut administratif, réglementaire de protection autour de la plage. Ça, c'est pour Mansa, pour les juristes. Ça fait partie de l'information qu'on doit avoir sur une plage. Donc, avant de commencer à se dire « je vais travailler sur les tortues », commencez à bien décrire le territoire où il y a les tortues. Et puis, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là.
Je ne sais pas quelle heure il est. 17h30, oui, ça fait 17h30 à Paris, donc je pense que ouais, c'est déjà... Oui. Voilà. Et donc, la On est à 30 minutes la partie tortue elle-même, ben, on va en parler une fois que... Alors, donc, ce qu'on va vous demander, mais là, Ursula va vous envoyer plein de mails. Elle sait très bien harceler les gens. C'était une plaisanterie, Ursula, hein, c'est très bien. Donc, pour vous demander des protocoles, vous demandez vos fiches de terrain, et puis on va en rediscuter. On va rediscuter de la partie vraiment tortue. Maintenant que vous avez bien décrit votre territoire, ben maintenant, qu'est-ce que vous allez faire sur les tortues? Alors, ben maintenant, on peut en discuter. On peut discuter. Déjà, est-ce que je serais intéressé de savoir si vous avez appris des choses, si ça correspond à des choses qui vous pensez être utiles. Et puis sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, Marc, concernant les protocoles, j'ai déjà reçu une partie. C'était demandé dans le questionnaire d'enregistrement, donc je vais te les transférer. C'est très bien. La prochaine session. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des appréciations pour ce que Marc a présenté? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Est-ce que ça va être utile à vos pratiques? Oui, allô? Oui, Pierre, vas-y. Oui, je veux commencer par remercier Laura Thomas et te remercier, Marc. Franchement, je reçois ça un peu comme un coup de poing dans la gueule, excusez l'expression, lorsque tu parles, par exemple, de collecter les données sur le milieu. Je pense que nous, on fait des recherches sur les tortues marines depuis 2002. Et ça, il faut que je consulte mes confrères, Iponga. Et je ne crois pas que ces recherches-là, que cette collecte des données ait déjà eu lieu. Sinon, peut-être une partie, mais je ne pense pas. Donc là, en suivant ton intervention, et là, je me suis dit, tiens, voici une activité qu'on doit insérer, qu'on doit faire. Donc, à l'avenir, les jours qui viennent, je prendrai contact avec toi pour élaborer un protocole et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Nous, on avait commencé il y a quelques années le suivi de la plage, le suivi du profil de plage, qu'on n'a pas continué malheureusement. On l'a fait pendant 2 ou 3 ans. Je pense qu'on doit reprendre ça. Et donc, c'est juste pour te remercier et te dire que dans quelques jours, on prendra contact avec toi pour discuter de la collecte des données du milieu, parce qu'effectivement, c'est très important. Et tu l'as bien démontré, et je pense que je l'ai bien compris. Merci. Pas de souci. La semaine prochaine, cette semaine, je suis vraiment trop occupé, mais la semaine prochaine, ça ira mieux. OK. Si vous avez des questions, activez votre micro et posez directement. OK. Moi, c'est Ronnie, hein, c'est Ronnie Rich. Oui, Ronnie. Ouais, je viens ici de la même manière que Pierre Brice pour dire que nous, au niveau de Gamba, donc le Gabon, c'est vrai que nous faisons le suivi de tortues marines, mais concernant ici des relevés sur le lieu, le terrain, au fait, ça n'a pas été notre action quoi, durant les années qu'on a commencé à faire le suivi sur les tortues marines. Mais nous espérons qu'avec ces nouvelles technologies, ces nouvelles connaissances, on va plus s'appuyer dessus, quoi, et avoir une bonne vision du lieu, de changement et d'apporter plus des détails. Donc, vraiment, ça a été important pour nous aujourd'hui. OK. Ahmed, tu as levé la main. Ah oui, bonjour à tous. Merci
Marc, comme d'habitude, toujours, il y a beaucoup de choses à apprendre et à entendre lorsqu'on est avec toi. Et donc, je te remercie vivement. Je remercie Rastoma pour cette série de formations. J'ai quelques petites remarques, mais qui sont, à mon sens, toujours intéressantes lorsque je t'entends et je discute avec toi. À un certain moment, tu as dit que il n'y a jamais de tortues qui viennent pondre sur les galets, mais les tortues, je crois qu'elles peuvent pondre n'importe où si elles sont pressées. Naturellement, elles viennent sur les bonnes plages, mais si elles sont pressées, elles peuvent mettre même des œufs dans l'eau. Et j'ai assisté moi-même sur des sites que tu connais à des pontes sur des banquettes de Posidonie. Tu as raison, c'est vrai. Il y a même eu dans les années 70 des gens des chercheurs qui faisaient exprès d'effrayer les tortues à chaque fois qu'elles venaient sur la plage pour voir ce qu'elles allaient faire, et elles ont fini par pondre dans l'eau. Tu as raison. Une chose qui m'a vraiment attiré sur tes diapos, c'est l'effet de la lumière sur les nouveau-nés. Là, ce qui m'a étonné, je ne connais pas, c'est l'effet de la lumière, particulièrement sur les kaouans, contrairement aux autres espèces. Et le graphique montre que la couleur jaune n'est pas perceptible du tout par les bébés kaouans. Par contre, un peu moins pour la lumière rouge. Et nous, on donne des conseils aux gens qui font la prospection et la protection pendant la nuit de prendre quelque chose de sombre ou bien de couleur rouge. Est-ce que là, on peut les conseiller de prendre des vêtements de couleur jaune? Et ça m'étonne parce que la couleur jaune est proche de la couleur, disons, blanche, ou bien elle est vraiment attirante, et ça m'étonne que cette couleur jaune va faire son effet. Attention, Ahmed, regarde le graphique. Attends, ouais. Regarde le graphique. Le fait qu'elle ne voit pas, c'est la ligne du milieu. D'accord. Donc, en fait, les kaouans, elles voient le jaune, mais ça leur fait peur. Ah, d'accord. Là, je comprends. Donc, voilà, je comprends bien maintenant le graphique. Et donc, on continue à conseiller les gens de prendre des vêtements de couleur rouge ou bien de couleur sombre. Merci pour cette information. Très heureux toujours d'être avec vous et je remercie encore une autre fois Rastoma. Merci beaucoup. Et moi, j'en profite pour remercier Ahmed et ses équipes aussi, parce qu'il y aura des webinaires sur les requins et les raies, et c'est grâce à Ahmed et à ses équipes. Merci, Alexandre. Je pense qu'effectivement, suite au retour qu'on a eu, ce serait bien que effectivement j'écrive un petit document sur comment caractériser le milieu, parce que là, je pense vous avoir montré que c'était important de le faire, mais maintenant, écrire un petit protocole plus précis sur comment caractériser un milieu. Oui, sachant que, bon, en fait, on voit qu'il y a énormément de choses qui peuvent être collectées, énormément d'informations, et à un moment, vu sous un angle pratique d'acteurs qui suit des plages de ponte de tortues, il va bien falloir hiérarchiser, prioriser. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des choix sur les choses qu'il faut collecter. Ouais, tu vois, je vois bien un document Word avec des grands titres. Et finalement, les personnes essayent de remplir sur la base des informations qu'elles ont, ces grands titres, ce qui permettrait d'avoir un catalogue standardisé des différents sites. Je ne sais pas si vous connaissez Sandwatch. Alors nous, ici à Gamba,
Nous, on s'est servi justement des protocoles de Sandwatch pour faire le suivi de plage. Et en fonction aussi de nos besoins, on avait identifié à l'intérieur du document différentes, enfin, en fonction de nos besoins, on avait identifié ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. Donc, oui, je pense qu'il y a déjà, c'est très bien ce que vous proposez. Et vraiment, moi, je suis preneur à 200%. C'est juste. Ouais, l'idée, justement, avoir un document, puis vous remplissez ce que vous pouvez. Qui peut aussi aider. En tout cas, c'est un point de départ de réflexion. Et si on sent le besoin à un moment de refaire un atelier dédié pour affiner une fiche et un protocole, on le fera. Ok, et puis encore une question. Des questions, Ursula. des commentaires, retours d'expérience. Je vois une main. Samuel. Samuel, oui, vas-y. Bon, moi, je voulais que le professeur vienne un peu sur le cas du littoral de la RDC. Ça fait 10 ans que nous essayons d'observer le comportement de nos plages. Et nous nous rendons compte que l'océan avance de manière irrémédiable vers le continent. Et finalement, nous nous retrouvons devant des plages qui n'ont que la falaise derrière. Nous nous posons cette question, mais finalement, dans combien de temps les tortues vont continuer à venir pondre sur ces plages? Parce que nous avons l'impression que l'espace ne fait que se réduire de manière un peu drastique, quoi. C'est ça ma préoccupation. Qu'est-ce que le professeur peut donner comme avis là-dessus? Ben, ce que je peux te dire, c'est que essayer de lutter contre l'océan, tu n'y arriveras pas. Donc, essayer, si la plage recule, essayer de lutter contre ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est faire par exemple de l'enrochement, et ben ça ne marchera pas, ce sera encore pire que de ne rien faire. Donc là, ce qu'il faut espérer, c'est qu'à un moment, il y ait un... Alors, il y a deux choses qu'on peut faire. Soit on attend de voir ce qui se passe naturellement et on dit on ne peut rien faire. L'alternative, c'est faire de la géo-ingénierie. C'est-à-dire, par exemple, tu construis une jetée. Toi, tu as un mouvement de l'eau qui va du sud vers le nord. Les courants vont du sud vers le nord, normalement, principalement. Oui. Si tu construis une jetée à un moment, à un endroit, ça va faire une accumulation de sable derrière et tu peux créer une plage. Mais c'est un travail énorme. C'est de la géo-ingénierie de très haut niveau. Marc, si je peux ajouter quelque chose, en fait, il y a... Tu vois, plutôt de faire un enrochement... Vas-y, Alexandre. Oui, en fait, soit la disparition de la plage est définitive ou pour une longue durée, soit elle est transitoire. Et en fait, ça veut dire, en fait, le trait de côte est un trait de côte dynamique. Et la disparition du sable, elle est peut-être que transitoire. Et ça dépend, en fait, si j'ai de l'écho là. Je sais pas, il y a le micro de Marc, je pense, en même temps. Si en fait, après une période d'érosion qui laisse apparaître des rochers ou des racines de mangroves, etc., si il y a à nouveau la chance qu'une plage se reforme dans un délai qui est inconnu, mais en fait, on doit pouvoir, avec des spécialistes, se faire une idée des chances et du délai de réapparition d'une plage de sable dans un contexte particulier. Je vais prendre l'exemple de la RDC. Sur donc tes plages là dans la partie nord,
en fait, actuellement, la disparition de la plage et la réapparition d'une nouvelle plage de sable, elle est empêchée par la présence d'une route, si je me souviens bien. C'est-à-dire que tu as une bande bitumineuse qui fait que la mer arrive et choque sur le bitume. Et tant que cette route est là, il n'y aura plus de plage de sable. En revanche, si avec de l'ingénierie et des moyens, un opérateur décidait de faire une route, non plus une route bitumée, mais peut-être une route sur pilotis qui laisse l'eau à nouveau circuler, on pourrait envisager qu'une nouvelle plage de sable se forme. Bon, ça, ce sont que des hypothèses comme ça grossières, hein. Il faudrait regarder ça de plus près. Mais ce n'est pas parce qu'une plage disparaît qu'il ne va pas y en avoir une nouvelle. Le problème, c'est dans quel délai, et ça doit pouvoir se prédire et s'étudier. Est-ce que je peux partager une expérience? Vas-y. Bon, on a bien vu dans la présentation de Marc, il a parlé du cas de Pongara. Enfin, moi, je suis au Gabon et présentement, je suis à Gamba avec Ronnie, mais je suis entre Gamba et Libreville. Et donc, Pongara, c'est, on va dire, une île, une presqu'île en face de Libreville. Alors, Marc a présenté donc un regain de plage, sauf que ce regain de plage a complètement envahi des maisons, des habitations. Donc, c'est aussi dire que, oui, pendant que en RDC, vous criez que la plage a disparu, nous, ici au Gabon, en Pongara, les protecteurs des tortues sont contents en regagnant les plages, mais sauf qu'il y a des maisons, il y a des familles qui se retrouvent dehors complètement. Alors, pour finir ma pensée, donc Samuel, pour répondre finalement à ta question, en fait, si un jour une plage de sable venait à se reformer en RDC, le travail que vous faites de mise en enclos d'incubation est intéressant, puisque donc il y a des tortues qui vont naître et qui vont retourner à la mer et qui vont grandir, et peut-être que quand elles seront à l'âge adulte, il y aura à nouveau une plage. Donc, dans cette hypothèse-là, ce que vous faites est intéressant. Si une plage se reforme un jour, et si un jour les tortues que vous avez élevées en écloserie, finalement, parce que c'est quasiment de l'élevage comme vous le faites, venaient à revenir et à être confrontées à l'absence de plage en RDC, de toute façon, ces tortues iront, comme disait Marc, explorer les plages connexes. Donc, elles iront en Angola, elles iront au Congo, mais elles ne resteront pas comme ça à échouer. Enfin, elles trouveront un endroit pour pondre. OK. Il y a encore des questions, des commentaires, des retours d'expérience. Pour les anglophones qui participent, comme j'ai dit plus tôt, le webinaire serait traduit en anglais et diffusé dans nos médias sociaux. Sur cela, tu peux peut-être le dire en anglais. I said that for the English-speaking person who attend the webinar will be translated in English and published on our social media. C'est vrai que je ne vois pas, mais ils viennent de temps en temps. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, on va allumer nos vidéos, on va allumer nos caméras pour faire une capture d'écran pour la forme. Et après, on ne se sépare. Ok, merci Ursula. Vous pouvez allumer vos caméras pour qu'on se prenne une belle photo de groupe. Marc, tu seras d'accord pour partager le PowerPoint sur le site internet du Rastoma? Je crois qu'il a dit oui avec. PowerPoint. D'accord. Ah, ça y est. Merci, Marc.
Qui est-ce qui prend la photo, Ursula? Tu prends la capture d'écran? De toutes les façons, je prends, mais ça n'empêche pas que tu prennes une autre. Je suis sur mon téléphone, donc c'est vraiment pas pratique. Moi, j'ai du mal à voir tout. Attends, si Bon, peut-être ça va, là. je suis en train de prendre. T'arrives plus? J'aime les photos. Non, pas mis de photos. Moi, si Ici, là, ici, là, tu as bloqué ma vidéo. Caméra. Ah bon? Il faut activer. Il faut activer. Samuel. Tu peux activer en appuyant sur... Non, tu quoi? Ursula, nous, on est bloqués. Hein. Qui est bloqué? Je sais pourquoi. Moi, Samuel. Ronnie, évidemment. Je vois Elisio. Bonjour Elisio, bonjour David. Bonjour André. Bonjour Alexandre. Oh, bonjour. Bonjour José. Qui d'autre est bloqué? Bonjour Jacques. Samuel. Ça va, Samuel, tu peux activer ta caméra en appuyant sur le bouton. Et Samuel est visible. Bonjour. Ursula, tu m'as bloqué là, tu m'as bloqué. J'ai bloqué qui? Ronnie. Allez, David. Oui. Guy, vous êtes où? Je ne sais pas si je vous connais. Ronnie, tu peux activer ta caméra, c'est bon. Bonsoir, Cédric. Ok, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a encore des questions ou bien on s'arrête là? La prochaine session sera le 12 octobre. Vous allez certainement recevoir les liens avant. Et peut-être un petit formulaire pour certaines préfectures, comme disait Marc. Et oui, partagez bien vos fiches de collecte de terrain et les protocoles que vous utilisez pour suivre les tortues pendant les pontes. Est-ce que ce sera vraiment la base pour faire un deuxième webinaire intéressant et qui répond bien à vos besoins? Ok, merci à tous. Bon, merci beaucoup Marc, pour la présentation. Je crois que tout le monde a beaucoup apprécié. Et donc, à la prochaine fois. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur le Rastoma, ceux qui ne sont pas déjà membres, vous pouvez venir vers nous. Parce que donc, on est généreux, donc on ouvre le webinaire à nos frères et aux membres du Rastoma. Donc, voilà, normalement, c'est réservé aux membres. Mais voilà, on est content de vous accueillir, même si vous n'êtes pas membre. Mais l'esprit d'équipe fait qu'on privilégie les membres. D'accord. Et pour ceux qui demandent d'avoir la présentation, oui, Marc va partager la présentation, mais on va le regrouper puisque c'est un cycle de 3 sessions de webinaire. À la fin de la 3e session, on va regrouper toutes les présentations et vous les envoyer une fois. Et on fera des attestations de présence pour les gens qui ont réellement participé. Et donc, les gens qui auront participé aux 3 sessions auront une attestation particulière qui dira qu'ils ont fait l'ensemble du cycle. Merci beaucoup. Bon, bonne journée à tous. Merci encore. Merci Marc pour tout ça. C'était vraiment très beau, très intéressant. Et à bientôt. À bientôt, merci. Allez, à bientôt. Merci. À bientôt. Bye bye. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir, Marc. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt, Alexandre.